Merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision pour vous informer sur l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. À la une ce soir, jour J-1 pour l'élection présidentielle au Sénégal. La campagne électorale a pris fin hier vendredi à minuit. Dans plusieurs villes du pays, les populations sont sorties pour soutenir deux des candidats favoris à la présidence, Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye. En Russie, l'attaque meurtrière du vendredi perpétrée dans une salle de concert située en banlieue de Moscou, le Crocus City Hall, a fait plus de 110 morts selon un dernier bilan des autorités russes. À suivre dans votre journal. Le texte proposé par les États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU le vendredi soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable dans la guerre entre Israël et le Hamas pour protéger les civils et permettre la fourniture de l'aide humanitaire à Gaza a été rejeté par un veto d'Alger, Moscou et Pékin. Nous en parlerons dans cette édition. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé en titre, la campagne électorale pour la présidentielle du dimanche au Sénégal a pris fin hier vendredi à minuit. Les populations sont sorties dans plusieurs villes pour soutenir Amadou Ba, ancien Premier ministre affilié au même parti que le président Macky Sall, et Bassirou Diomaye Faye, 43 ans, soutenu par le leader sénégalais Ousmane Sonko, deux des candidats favoris à la présidence. Les images. La période de campagne électorale a pris fin au Sénégal à la veille d'un scrutin fortement disputé qui se tiendra ce dimanche. Dans plusieurs villes, des foules se sont rassemblées vendredi pour soutenir deux des candidats favoris à la présidence, Amadou Ba, du parti au pouvoir, et Bassirou Diomaye Faye, soutenu par Ousmane Sonko. On a bien travaillé, on a parti dans les maisons, dans les communes, on a fait des sensibilisations. On a parlé avec les gens, on a dit Amadou c'est le meilleur profil. Il sera le 5e président, Inch'Allah, le dimanche, le 24 mars, Inch'Allah, Rabbi. Avec des candidats diversifiés, cette élection est perçue comme l'une des plus serrées de l'histoire du pays. À Mbour, l'enthousiasme des partisans de Diomaye Faye a été observé au stade Caroline Faye, où de nombreuses personnes se sont réunies pour soutenir sa candidature. C'est des jeunes, c'est des nouveaux. Tous ceux qui sont derrière, qui étaient au pouvoir, c'est des vieux. Depuis combien d'années on est là? Depuis 1960, on est là, on ne peut pas avancer. Alors que les électeurs se préparent à exercer leur droit de vote, rappelons que si aucun candidat ne parvient à obtenir plus de 50% des voix, un second tour de scrutin sera organisé dans 2 semaines pour déterminer le futur président du Sénégal. En Afrique du Sud, la présidente du Parlement Nosiviwe, Mapisa Nkakula, soupçonnée selon la chaîne publique sud-africaine SABC d'avoir reçu des millions de rentes en espèces à titre de pot de vin de la part d'un ancien entrepreneur militaire lorsqu'elle était ministre de la Défense, a déclaré jeudi qu'elle prendrait un congé spécial à la suite d'une enquête de corruption sur cette affaire. La présidente de l'Assemblée nationale sud-africaine, Nosiviwe Mapisa Nkakula, a déclaré jeudi qu'elle prendrait un congé spécial à la suite d'une enquête sur des allégations de corruption à l'époque où elle était ministre de la Défense. Des enquêteurs ont perquisitionné son domicile mardi sans fournir plus de détails sur l'affaire. Mapisa Nkakula, qui a été ministre de la Défense de 2012 à 2021, a nié avoir commis des actes répréhensibles. Compte tenu de la gravité des allégations et des spéculations médiatiques qui en découlent, j'ai décidé de prendre un congé spécial de mon poste de présidente de l'Assemblée nationale avec effet immédiat, a déclaré Mme Mapisa Nkakula dans un communiqué. Mes avocats ont toutefois informé de manière proactive l'autorité nationale des poursuites de ma volonté d'obtempérer si besoin, a-t-elle déclaré. Selon la chaîne publique sud-africaine SABC, Mapisa Nkakula est soupçonnée d'avoir reçu des millions de rentes en espèces à titre de pot de vin de la part d'un ancien entrepreneur militaire lorsqu'elle était ministre de la Défense.
La République démocratique du Congo vit l'une des plus graves crises alimentaires au monde engendrée par la guerre dans l'est du pays. Plus de 23 millions de Congolais sont confrontés à un niveau critique d'insécurité alimentaire. Dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, les populations sont au bord de la famine selon le PAM, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. La crise alimentaire provoquée par le conflit en République démocratique du Congo s'aggrave à mesure que la violence s'intensifie dans la province orientale, forçant une fois de plus des familles à fuir vers des camps surpeuplés qui manquent de nourriture, d'installations sanitaires et d'abris. J'ai quitté Saké avec mes 6 enfants pour fuir les attaques alors que les bombes et les coups de feu retentissaient. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous n'avons reçu aucune aide. Nous avons faim et nous ne savons pas quoi faire. La République démocratique du Congo vit l'une des plus graves crises alimentaires au monde. Plus de 23 millions de Congolais sont confrontés à un niveau critique d'insécurité alimentaire. Environ 5,5 millions de personnes dans les 3 provinces orientales de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu sont au bord de la famine. La santé de mon enfant est préoccupante. Je suis terrifiée, stressée. Si mon enfant est dans un état aussi grave, c'est parce que la nourriture saine qui lui est donnée est trop insuffisante. Je ne peux pas retourner à Kichanga à cause du conflit en cours. Je suis en sécurité ici. Le manque de fonds oblige le Programme alimentaire mondial à choisir qui reçoit la nourriture et qui n'en reçoit pas, en particulier dans l'est du pays où les besoins humanitaires et les conflits s'intensifient. Le Programme alimentaire mondial a besoin de 548 millions de dollars pour poursuivre ses opérations en RDC. Au Kenya, l'eau courante se fait rare. Dans le comté de Makueni, dans le sud-est aride du pays, avec le soutien financier et technique de l'ONG Africa Sand Dam Foundation, en 2012, les villageois ont construit un mur en béton autour d'un immense rocher pour piéger l'eau de pluie vers des réservoirs de stockage. Suivant ce reportage signé Africa News. Dans le comté de Makueni, dans le sud-est aride du Kenya, l'eau est très rare. Il y a peu d'eau courante et peu d'alternatives fiables. En 2012, les villageois ont donc décidé de s'attaquer à ce problème en aménageant un système pour stocker l'eau. Ils ont construit un mur en béton autour d'un immense rocher pour piéger l'eau de pluie avec le soutien financier et technique d'une ONG appelée Africa Sand Dam Foundation. Les systèmes de captage d'eau sur rocher consistent à construire un mur en béton autour d'un rocher, ce qui permet de recueillir l'eau de pluie jusqu'au stockage et au réservoir, c'est-à-dire les citernes d'eau de pluie. Auparavant, Joyce Muley devait marcher 2 heures pour trouver de l'eau dans son village, vallonné et rocheux de Siumbe, dans le comté de Makueni. Aujourd'hui, elle peut venir se ravitailler 5 fois par jour et ne met qu'une demi-heure pour ramener de l'eau chez elle. Avant, nous étions confrontés à de sérieux problèmes d'approvisionnement en eau. Nous devions marcher de longues distances, environ 2 heures pour trouver de l'eau. Arrivé au puits, il y avait déjà beaucoup de monde. Nous devions attendre au moins 30 minutes pour obtenir un jerrycan d'eau. Nous passions nos journées à chercher de l'eau. Aujourd'hui, Joyce se dit soulagée car la nouvelle source d'eau est proche et son eau est propre et disponible en permanence. Elle raconte que ses arbres produisent plus de fruits et que ses vaches donnent plus de lait. Avant, nous pensions que ces pierres ne valaient rien, mais comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant de l'eau dans ces réservoirs grâce à ces pierres. Nous comprenons maintenant leurs avantages et nous en sommes reconnaissants. Les villageois ont ainsi réussi à détourner l'eau de pluie en construisant un mur en béton. L'eau est ensuite filtrée avec du sable et du gravier avant de s'écouler dans des cuves de stockage recouvertes. Chaque cuve en béton peut contenir jusqu'à 190 000 litres d'eau. Au Soudan, l'accord entre l'ONU et le gouvernement militaire visant à acheminer l'aide humanitaire dans la région du Darfour par un nouvel itinéraire contrôlé par l'armée soudanaise a été rejeté par le groupe paramilitaire soudanais des forces de soutien rapide RSF. Les RSF ont déclaré n'avoir pas été consultés par les agences de l'ONU. Le groupe paramilitaire soudanais des forces de soutien rapide, RSF, a rejeté un accord entre le gouvernement militaire du pays et les agences des Nations Unies. Cet accord vise à acheminer l'aide humanitaire dans la région du Darfour par un nouvel itinéraire contrôlé par l'armée soudanaise. Mais le RSF, qui contrôle la majorité du Darfour, a déclaré que les agences de l'ONU ne l'avaient pas consulté au sujet de cette livraison.
Le groupe paramilitaire a également accusé l'ancien régime extrémiste de tenter d'introduire clandestinement des armes au Darfour, une allégation à laquelle le gouvernement militaire n'a pas répondu. De hauts fonctionnaires des Nations Unies ont déclaré que la guerre civile au Soudan était l'un des pires cauchemars humanitaires de l'histoire récente et qu'elle pourrait déclencher la plus grande crise de la faim au monde. Le mois dernier, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré qu'il n'avait pu fournir une aide vitale qu'à 10% des personnes dans le besoin dans les régions impliquées dans le conflit, comme le Darfour. Direction à présent dans l'est du Tchad, où le manque de fonds entrave l'aide aux réfugiés soudanais, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Les camps de réfugiés sont surpeuplés et ce sont plus d'1 million de personnes qui risquent de ne plus avoir accès à une aide vitale. Les camps de réfugiés surpeuplés de l'Est du Tchad sont sur le point de manquer d'aide. Plus d'1 million de personnes risquent de ne plus avoir accès à une aide vitale si des fonds supplémentaires ne sont pas débloqués, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. CRS et Caritas Mongo nous ont donné ce qu'ils pouvaient et ils nous soutiennent. Que Dieu les bénisse. C'est la 2e fois qu'ils nous apportent de la nourriture. La guerre dévastatrice qui oppose les généraux au Soudan a tué plus de 13 000 personnes et en a déplacé plus de 8 millions. Au Tchad, le nombre de réfugiés n'a jamais été aussi élevé depuis 20 ans. Les ONG doivent désormais rationner les vivres. On leur donne ici, vous voyez, on est en train de distribuer les tickets, les tokens. C'est pour juste que les choses soient un peu claires. Vous savez, ici, dans le bloc, ici, nous distribuons, nous, on fait la distribution d'une façon un peu ciblée. Selon Marie-Josée Alexander, coordinatrice humanitaire au Tchad, les réfugiés ont un besoin urgent d'eau, de nourriture, d'abri et d'installations sanitaires de base pour éviter la propagation de maladies. Avec un accès limité à l'eau, les maladies d'origine hydrique, telles que la diarrhée et le choléra, et d'autres maladies liées à la surpopulation et au manque d'accès à l'assainissement sont très fréquentes. Les Nations Unies ont averti que le conflit est en passe de devenir la pire crise alimentaire au monde. 18 millions d'habitants du Soudan sont déjà confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Ailleurs dans l'actualité, au Royaume-Uni, la princesse Kate, épouse de William, l'héritier du trône britannique, a annoncé vendredi dans une vidéo être atteinte d'un cancer et avoir entamé une chimiothérapie. L'état de santé de la princesse préoccupait depuis plus de 2 mois. Après des semaines de spéculations et de rumeurs, la princesse de Galles publie un message vidéo. En janvier, j'ai subi une opération abdominale majeure à Londres et à ce moment-là, on pensait que mon état n'était pas cancéreux. L'opération a réussi, mais les tests effectués après l'intervention ont révélé la présence d'un cancer. Je vais bien et je reprends des forces chaque jour en me concentrant sur les choses qui m'aideront à guérir dans mon corps et dans mon esprit. Remerciant les personnes qui lui ont témoigné leur soutien, Kate Middleton a annoncé qu'elle avait commencé à suivre une chimiothérapie. La princesse n'avait pas été vue en public depuis Noël et cette mystérieuse absence a suscité toutes sortes de rumeurs sur les réseaux sociaux. La publication d'une photo de famille mal retouchée par le palais de Kensington a ensuite enflammé la toile. Dans les rues de Londres, l'annonce de la maladie de la princesse de Galles suscite l'émotion. Chaque fois que quelqu'un est atteint d'un cancer, c'est une chose horrible à entendre. Et je ne peux qu'imaginer ce que sa famille traverse en ce moment. Je me fiche de ce que la presse dit d'elle ou que ce soit une tête couronnée. Mais c'est une mère de famille et je veux qu'elle aille mieux pour être là pour ses enfants. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, la Maison-Blanche ainsi que le président français ont envoyé des messages de soutien. Le roi Charles, lui, s'est dit fier du courage de sa belle-fille. Le monarque âgé de 75 ans s'est lui aussi vu diagnostiquer un cancer le mois dernier. Il s'est retiré de toute fonction publique le temps de son traitement. Dans l'actualité en Russie, des assaillants ont ouvert le feu vendredi dans une salle de concert située en banlieue de Moscou, la capitale, le Crossus City Hall faisant au moins 110 morts et plusieurs dizaines de blessés. Le groupe État islamique a revendiqué la fusillade. Le Kremlin a annoncé 11 arrestations, dont 4 assaillants présumés. Retour en images sur ces événements. La confusion ce soir à Moscou et l'horreur. Dans cette salle de spectacle de la capitale russe,
a eu lieu une violente fusillade. Un groupe de rock donnait un concert quand des coups de feu retentissent. Impossible encore de connaître le nombre des assaillants, mais sur les images qui nous parviennent sur les réseaux sociaux, on en aperçoit au moins 4 cagoulés en tenue de camouflage. Avec leurs armes automatiques, on les voit tirer froidement sur plusieurs visiteurs qui s'effondrent. Nous avons décidé de figer ces images. Au sol, plusieurs victimes, des morts et des blessés. Impossible pour l'heure de donner un bilan. À tout prix, paniquées, les personnes présentes tentent de s'enfuir. Une centaine ont été évacuées. D'autres seraient réfugiés sur le toit du bâtiment. Tout s'est déroulé ici à une vingtaine de kilomètres du centre de Moscou. Crocus City Hall, à la fois salle de concert et centre commercial. Après avoir tiré, les assaillants ont lancé une grenade ou une bombe incendiaire, ce qui a provoqué un immense incendie, à cette heure toujours en cours. La difficulté pour les pompiers intervenir alors que les assaillants ne sont pas maîtrisés, les forces spéciales russes ont été dépêchées sur place. Ce soir, on apprend qu'après cette attaque, plusieurs villes russes ont annulé leurs événements culturels. La sécurité a aussi été renforcée dans plusieurs lieux publics, notamment dans les gares et les trains. À Cuba, le pays ne s'est jamais remis de la pandémie de Covid qui a paralysé son secteur touristique. Les Cubains manquent de produits essentiels comme la nourriture et les médicaments, tandis que le prix du carburant a augmenté de 500% au début du mois de mars. On suit ce reportage de nos confrères de France 2. Quelque chose a changé dans les rues de la Havane. La ville a beau avoir conservé toutes ses couleurs, depuis le Covid, la vie des Cubains n'est plus la même. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller dans l'une de ces épiceries d'État, où s'achètent les produits de première nécessité comme la farine ou l'huile. Aujourd'hui, ils ont que du sucre. Dans ses mains, la libreta, ce petit carnet qui garantit à tous les Cubains l'accès aux denrées de base pour quelques pesos, l'un des grands acquis de la révolution de 59. Ça, c'était l'année passée. Il y en avait beaucoup plus. Du riz, du sucre, des haricots, du beurre. On avait tout avant. Maintenant, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a que ça. Alors, comment l'une des dernières économies communistes du monde a-t-elle pu laisser les prix s'envoler à ce point? À l'origine de la crise, l'effondrement du tourisme, principale ressource de l'île, avec toujours 2 fois moins de visiteurs qu'en 2019. Un secteur affaibli aussi par une sanction américaine, une de plus. Dans un pays où l'État finance presque tous les secteurs de l'économie, il faut dorénavant s'armer de patience pour trouver de l'essence ou des médicaments. Nous avons été autorisés à tourner dans ce dispensaire d'un quartier populaire de la Havane. Ici, ce sont les traitements que l'État n'arrive parfois plus à fournir. On manque de crème, de pommades, des antibiotiques aussi. On n'en a pas trop en ce moment. Mais malgré des étagères parfois clairsemées, le personnel continue de croire au système de santé fierté du modèle cubain. On accorde toujours la même attention aux patients de façon gratuite et solidaire avec un personnel hautement qualifié. On ne peut pas dire qu'on a tout ce qu'il faut. C'est difficile, c'est sûr, mais ce n'est pas impossible. Le Congrès américain a adopté ce samedi 23 mars un texte visant à financer l'État fédéral jusqu'à septembre et éviter à la première puissance économique mondiale de glisser dans un shutdown, la paralysie de ses services publics. Les sénateurs n'ont pas approuvé ce texte avant l'échéance fatidique de minuit vendredi, censée déclencher cette paralysie. Mais les élus ont fini par se mettre d'accord sur l'adoption finale de cette loi de finances de 1200 milliards de dollars. Et comme annoncé dans nos titres, le Conseil de sécurité des Nations Unies a rejeté le vendredi 22 mars le texte porté par les États-Unis soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable dans la guerre entre Israël et le Hamas pour protéger les civils et permettre la fourniture de l'aide humanitaire à Gaza. 11 pays dont les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont voté pour. 3 nations, la Chine, la Russie et l'Algérie, s'y sont opposés.
C'est la première fois depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza que les États-Unis appelaient un cessez-le-feu. Mais la résolution américaine s'est heurtée au veto de la Chine, de la Russie et de l'Algérie. Le texte soulignait la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable, mais sans l'exiger explicitement. Une résolution extrêmement déséquilibrée selon les propos de l'ambassadeur chinois. Pour Israël, principal allié des États-Unis, le rejet du texte montre les faiblesses de l'ONU. The American resolution, should it have passed, would have marked a moment of morality for the UN, a place where good is evil and justice is injustice. It would have been the very first time that this council, or any UN body, condemned Hamas and their brutal massacre. Yet, sadly, for purely political reasons, this resolution did not pass. Ces derniers mois, Washington a bloqué plusieurs résolutions appelant un cessez-le-feu. Pour les États-Unis, la Russie fait preuve d'hypocrisie avec son veto. Once again, Russia put politics over progress. Russia, who has carried out an unprovoked war on its neighbor, has the audacity and the hypocrisy to throw stones when it lives in a glass house itself. Après le rejet du texte, Emmanuel Macron a déclaré que la France travaillait à une nouvelle résolution. Par ailleurs, les négociations pour une trêve dans la bande de Gaza sont toujours en cours au Qatar. Et un mot de religion pour terminer ce temps d'information. L'Alliance biblique française et ses partenaires de projet organisent une célébration le 1er avril à Paris. La Bible de la rue vient de sortir. Il s'agit donc de fêter cette parution et de découvrir l'objet. Le livre, objet solide et imperméable avec le texte biblique dans une traduction accessible, parole de vie imprimée en caractères augmentés et pensée pour les sans-abri. Il est fait pour être transporté et lu facilement. L'ABF l'a élaboré ainsi en collaboration avec plusieurs associations telles que la Mission évangélique parmi les sans-logis, l'Armée du Salut et Agapé Street. Le financement participatif s'est achevé en 2022, permettant ensuite la fabrication grâce à de nombreux donateurs. C'est la fin de ce temps d'information réalisé par l'ensemble de la rédaction de Lumière du Monde Télévision, tout en espérant que vous avez pris un réel plaisir à nous suivre. Tout à l'heure, ne manquez pas le culte en direct. Quant à moi, ce sera avec un réel plaisir que je vous retrouverai lundi à partir de 18h30 temps universel. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.